On se retrouve en direct ici et vous qui nous suivez depuis ce matin. Je vous l'avais dit, une journée très très riche, très très dense. On a abordé beaucoup de sujets et c'est un honneur et un plaisir d'accueillir Karine Seller, au commissaire aux compétences pour clore cette journée. Karine Seller, merci de nous rejoindre et on vous applaudit. Merci à vous. Bonjour à tous. Alors, le démarrage d'un discours quand on est en Fagital m'a causé quelques soucis. Faut-il saluer les personnalités présentes dans la salle, mais aussi à la distance, qu'on ne voit pas et dont on n'a pas connaissance? Alors, vous allez tolérer du coup un peu de liberté. Je vais saluer Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les présidents de structures, Mesdames et Messieurs les directeurs, les directrices et les directeurs, Mesdames, Messieurs. Célébrer les 50 ans de la loi Delors, qui, comme vous le savez, traduit et prolonge l'accord national interprofessionnel fondateur de notre système de formation signé par les partenaires sociaux le 11 juillet 1970, c'est l'occasion de revenir sur le chemin parcouru, de célébrer les acquis, mais sans doute aussi de s'arrêter sur ce qui reste encore des faiblesses de notre système et de considérer les nouveaux défis auxquels il doit faire face. C'était l'invitation d'ailleurs, je pense, de la journée entière ou de ces 2 jours d'échange. Pour esquisser ces défis, je vous propose de nous référer aux ambitions de la loi Delors que Jacques Delors résumait lui-même en 1991 de la façon suivante. Il considérait qu'il s'agissait de permettre à chaque homme et à chaque femme, moi j'aimerais dire à chaque femme et à chaque homme, mais c'est une très légère réécriture, de faire face aux changements qui se produisent dans la vie professionnelle, maîtriser sa vie, c'est-à-dire élever son niveau culturel, contribuer à la lutte contre les inégalités des chances, faire évoluer le rapport enseigné-enseignant. Je crois qu'on le mesure, et vous l'avez sans doute évoqué dans les échanges de cette journée, ces ambitions restent très actuelles. Elles sont d'ailleurs très fortement liées à notre pacte social, puisqu'il s'agit à la fois d'assurer le développement humain tout au long de la vie et de répondre aux défis de la société industrielle, des mutations et des exigences d'adaptation continue qu'elle provoque. Aujourd'hui, dans nos termes modernes, nous parlons de sécurisation des parcours et de compétitivité des entreprises. Finalement, la preuve de leur actualité, c'est qu'on retrouve aussi dans ces ambitions de 71, ces ambitions de 71 dans la loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et dans le plan d'investissement dans les compétences, même si bien entendu, depuis, notre système a beaucoup évolué à la faveur aussi des évolutions du contexte, de la situation économique, de l'évolution des techniques et tout simplement de l'évolution du marché de l'emploi. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre de permanences ou en tout cas de défis qui restent tout à fait entiers, en tout cas qui continuent d'animer les transformations de notre système. J'en citerai quelques-uns. Tout d'abord, si depuis évidemment 71, le marché de l'emploi s'est considérablement modifié, la réponse aux enjeux de qualification de la main-d'œuvre est une constante de toutes les réformes qui ont été entreprises depuis un demi-siècle, avec la préoccupation de mieux impliquer l'entreprise elle-même dans la formation des actifs. C'est ce qui a présidé à la création du contrat de professionnalisation, porté par les partenaires sociaux en 2003 dans leur accord national interpro et traduit dans la loi en 2004. C'est évidemment ce qui a fondé très récemment la réforme de l'apprentissage, mais on peut dire aussi que c'est cette préoccupation d'impliquer l'entreprise qui est présente dans les expérimentations de formation en situation de travail qui ont été conduites et qui associent les salariés auxquels de nombreux OPCA puis OPCO ont participé et qui continuent à animer les réflexions notamment du plan d'investissement dans les compétences pour soutenir ces logiques de formation en situation de travail dans l'entreprise pour des demandeurs d'emploi. Ensuite, c'est permettre à chaque homme et à chaque femme de maîtriser sa vie. Bien sûr, c'est une des ambitions du compte personnel de formation, en complément des garanties collectives qui ont été créées et déployées par les partenaires sociaux. Il faut dire depuis que l'élévation du niveau général de formation depuis 71 a créé les conditions d'une plus grande liberté laissée aux individus pour choisir les moyens par lesquels ils adaptent leurs compétences. Et le CPF témoigne de cette aspiration des actifs par-delà leur statut, donc c'est vrai quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent, à pouvoir recourir à la formation en dehors des circuits administratifs de validation
qui souvent caractérise nos dispositifs de formation, et c'est sans aucun doute ce qui en fait son succès. Et dès lors, le défi se déplace vers la possibilité de recevoir un conseil pertinent, neutre et bienveillant pour accompagner la construction de ces parcours. Et je sais que la ministre est revenue sur cet enjeu central ce matin lors de son introduction. Ce défi se déplace aussi vers la possibilité de disposer d'une lecture éclairée de l'offre de formation que permet mon compte personnel de formation, mais qui doit sans doute encore être amplifié. Troisième défi qu'évoquait Jacques Delors dans cette phrase très synthétique, on voit bien que tout était coupé à la serpe, c'est de contribuer à la lutte contre les inégalités des chances. Ce volet-là reste évidemment essentiel. On sait bien que le niveau de diplôme reste un des principaux facteurs discriminants dans l'accès à l'emploi. C'est ce qui a conduit les partenaires sociaux, là encore, dans l'accord interprofessionnel de 2008, cette fois, à prévoir à travers la création du FPSPP les cadres nouveaux d'intervention permettant aux actifs dont le déficit de formation, et je les cite, fragilise l'entrée, le maintien, l'évolution ou le retour dans l'emploi, d'acquérir une qualification ou de se requalifier. C'est également ce qui les a conduits à créer CLEA, qui est aujourd'hui une certification qui fait référence sur les compétences clés, les compétences de base. Finalement, le plan d'investissement dans les compétences prolonge et amplifie cet effort. Il priorise une action très volontaire vers les jeunes comme les adultes qui sont éloignés de l'emploi à travers les pactes régionaux. Il contribue à côté des régions à corriger les inégalités de trajectoire ou d'échec de la formation initiale ou éventuellement les accidents de la vie dans l'optique d'offrir une deuxième chance, voire même une troisième, d'accès à un premier diplôme, à une nouvelle qualification. Et il permet aussi de toucher les publics les plus éloignés de l'emploi, éloignés des services publics, notamment à travers des actions dans les quartiers, dans les zones rurales. Et puis enfin, et je sais que la ministre aussi en a parlé ce matin dans son introduction, Jacques Delors évoquait la nécessité de faire évoluer le rapport entre enseignants et enseignés. Aujourd'hui, on dirait formateur et formé. Et cette nécessité qui était déjà présente en 71 et qui était présente autour de cette idée que la formation est une obligation nationale et non pas un service public organique. Et donc avec des diversités d'acteurs qui concourent à l'assurer, et avec cette idée qu'il faut renouveler les approches académiques, pédagogiques. Donc cette question de la pédagogie était très présente pour les pères fondateurs en 71, est évidemment encore aujourd'hui au cœur des transformations attendues. Bien entendu, la crise du Covid et ses confinements ont renouvelé les approches, et les solutions proposées sont en partie nouvelles. Mais il s'agit toujours de démocratiser l'accès à la formation dans un modèle où on se forme en présentiel, mais aussi grâce aux apports du digital. On voit bien que la journée d'aujourd'hui essaye aussi de mixer ces deux dimensions. Mais pour la formation, c'est aussi finalement de profiter des meilleurs apports du digital, de valoriser également le geste professionnel en situation de travail, donc en formation en situation de travail, ou en s'entraînant grâce à des nouveaux outils immersifs. Tester des nouvelles solutions pour sortir des approches académiques, mobiliser, motiver, réapprendre à apprendre, agir directement sur les méthodes pédagogiques en prenant en compte les avancées des sciences cognitives. Tout cela contribue évidemment à changer, comme le disait Jacques Delors, le rapport enseignant-enseigné. Et le plan d'investissement dans les compétences accompagne ce vaste mouvement de transformation de la pédagogie grâce au plan de digitalisation de la formation. Quelques mots pour dire que finalement, l'ensemble de ces actions ont un impact, et un impact certain. Évidemment, on peut parler du bond sans précédent qu'a connu l'apprentissage et que vous avez rappelé juste avant. Le CPF, le compte personnel de formation, connaît lui aussi un développement très fort, et le plan d'investissement dans les compétences a permis d'amplifier très fortement l'effort de formation destiné aux personnes éloignées de l'emploi. Mais au-delà de ces objectifs quantitatifs, qui sont déjà très significatifs et très importants, l'enjeu, c'est aussi de pouvoir identifier les avancées sur le plan de la qualité et du changement des parcours. Et à ce titre, le plan d'investissement dans les compétences fait, vous le savez, l'objet d'une démarche d'évaluation très exigeante. Je signale d'ailleurs que rares sont les politiques publiques à embarquer une telle exigence d'évaluation, et de le faire chemin faisant, embarquer dès l'origine pour pouvoir compléter, corriger les actions alors qu'elles sont en cours de déploiement. Il s'agissait d'une volonté forte dès l'origine, évidemment maintenue, de se donner tous les moyens de préserver et de cultiver le meilleur.
Alors, le deuxième rapport du comité scientifique du plan d'investissement des compétences a rendu public il y a quelques jours des premières grilles de lecture, clés de lecture, tout en disant d'ailleurs que les évolutions s'inscrivent dans du temps long. Peut-être quelques mots pour en restituer les principaux enseignements, en tout cas ceux que nous retenons. Il montre assez bien et il documente le fait que former les chômeurs a un impact. Le rapport documente de façon précise, par la mesure d'impact, le fait que les chômeurs formés retournent davantage à l'emploi que ceux qui ne se forment pas et que c'est, pardonnez-moi l'expression, rentable, bien qu'ils soient indisponibles pendant leur formation. C'est-à-dire que d'un point de vue macroéconomique, cela est rentable, alors que pour une part, ils sont dans la logique du lock-in, c'est-à-dire indisponibles pendant qu'ils se forment. Et il montre, le rapport du comité scientifique, que cet impact positif de la formation se mesure encore plus, le différentiel est encore plus fort pour les chômeurs les moins qualifiés et pour les publics plus éloignés de l'emploi, comme les seniors. Il montre aussi qu'en augmentant le nombre de chômeurs qu'il forme, il démultiplie en réalité cet effet. Plus d'1 million de personnes formées chaque année, un niveau équivalent à celui atteint par le plan 500 000, puis dépassé. Alors bien sûr, la crise de 2020 et la crise sanitaire a impacté sa mise en œuvre, mais la double dynamique à la fois du CPF et du plan d'investissement dans les compétences a permis de conserver un haut niveau d'entrée en formation en 2020, ce dont évidemment nous devons nous satisfaire. Il pointe enfin le fait que parmi cet ensemble, ce sont les formations d'adaptation au poste qui correspondent aux besoins de recrutement identifiés qui ont le plus progressé depuis 2018, traduisant ainsi la préoccupation qui est donnée à la réponse aux besoins des entreprises. Et il identifie, ça fait partie des premiers éléments qui s'esquissent dans les statistiques, que les logiques de parcours se dessinent, avec notamment une part des personnes qui suivent plusieurs formations qui augmente, et en particulier chez les non qualifiés. Sur ce volet-là des non-qualifiés, on sait que la préoccupation doit rester permanente et que si leur taux d'accès à la formation a progressé, leur accès à la formation doit rester une préoccupation majeure. Ce sont eux qui ont le plus pâti du confinement. Ils ont été 10 points de moins à se maintenir en formation que les publics qualifiés. On n'est pas surpris par ces résultats. Néanmoins, ça nous pousse, s'il en était besoin, à poursuivre cet effort, à approfondir les meilleures pratiques et à amplifier toujours plus l'accès des moins qualifiés à la formation. Et puis, du coup, parce que l'invitation de conclure cette journée, ça n'était pas simplement de se féliciter de ses acquis, mais aussi de pouvoir dresser finalement les défis qui restent devant nous et qui sont ceux de notre système de formation. Il y a sans aucun doute des ambitions de 71 qui transcendent les époques. Et du coup, je voudrais évoquer 3, je ne sais pas s'il faut dire nouveaux défis, en tout cas des défis qui restent importants. Le premier, c'est de concilier le temps long et le temps court, et peut-être d'arrêter aussi de les opposer systématiquement. Notre société, comme toutes les sociétés modernes, est caractérisée par l'accélération du temps. En matière de formation professionnelle, comme dans plein d'autres sujets, l'immédiateté, le besoin de disposer de toutes les ressources tout de suite, est une exigence avec laquelle il faut composer, d'autant plus que, on le sait bien, ce qui caractérise les évolutions de la période, c'est la plus grande rapidité, enfin l'accélération du rythme des transformations des emplois. Et donc nous devons finalement considérer ce rapport au temps. Ça modifie nécessairement le rapport à la formation initiale, cette nécessité de concilier ces temps de formation, mais tout autant cela modifie le rapport à la formation continue et ça questionne le temps de formation lui-même. De ce point de vue-là, on a longtemps opposé ce qui était de l'adéquationnisme, c'est-à-dire la réponse immédiate, et de la réponse de long terme. Il nous paraît plutôt que la période invite à pouvoir concilier les deux, parce que d'abord l'enjeu de qualification reste premier. Il reste premier parce qu'il protège mieux du chômage et il fournit aux entreprises une main-d'œuvre qu'elles attendent de plus en plus qualifiée. Ça fait partie d'enjeux d'élévation des niveaux de qualification qui traversent tous les pans de la société. Mais s'ajoute à ça un nouvel enjeu d'adaptation plus rapide, que l'on doit sans doute pouvoir traduire à la fois par des séquences de formation qui devraient logiquement être plus fréquentes, plus continues, mais aussi par la capacité à faire évoluer plus vite nos programmes de formation pour tenir plus rapidement compte des évolutions des technologies et donc des besoins de compétences. Et d'une certaine façon, les tensions de recrutement que nous connaissons aujourd'hui, sans précédent, montrent cette nécessité de concilier le temps long
avec des réponses juste à temps dans des temps courts qui permettent de répondre aux crises, aux accidents conjoncturels ou aux besoins imprévus. C'est bien ces deux logiques-là complémentaires dont notre système a besoin. Des programmes structurels et structurants qui permettent notamment de prendre en compte les grandes évolutions. Si nous ne conduisions pas d'ailleurs ces programmes structurels et structurants, nous aurions demain plus de tensions conjoncturelles. Et donc, c'est bien ces deux dimensions que nous devons porter. Mais à côté de ça, nous devons avoir des outils plus réactifs, individuels et collectifs, ce que Transco apporte, mais aussi le plan d'investissement dans les compétences, amplifié et augmenté par le plan de réduction des tensions, et avec une capacité à apporter des réponses plus immédiates et sans doute à innover dans la façon d'apporter des réponses aux entreprises. Nos modalités d'achat, d'ailleurs, sont sans doute en partie percutées par cette question des temps courts et la capacité à pouvoir apporter des réponses juste à temps aux entreprises. Quand je dis modalité d'achat, ça percute aussi le cadre juridique dans lequel il se déploie. Deuxième grand défi, c'est banaliser le recours à la formation sans pour autant le rendre banal, car la formation n'est pas et ne doit pas être un acte de consommation. Je le disais tout à l'heure, l'une des façons de répondre à ce défi du temps, c'est d'avoir des séquences de formation qui devraient être logiquement plus fréquentes, voire continues, a fortiori alors qu'on sait qu'on va changer de métier plusieurs fois au cours de sa vie professionnelle. Il faut donc que les séquences de formation deviennent naturelles et sans doute surtout qu'elles ne soient plus interprétées comme un mauvais signal, comme la manifestation d'un défaut de compétence. On me dit que je ne suis pas compétent, donc on m'envoie me former. Grosso modo, ça met en risque et en danger mon parcours professionnel, mais plutôt comme un acte à valoriser. Pour faire de la formation un réflexe, il me semble qu'il est essentiel, et là-dessus nous avons des progrès à réaliser, de reconnaître mieux et plus systématiquement les acquis, notamment les acquis de l'expérience, car, et ça devrait être une banalité de le dire, il y a toujours des compétences sur lesquelles il est possible de capitaliser, il y a toujours des acquis à capitaliser. L'enjeu est donc de passer d'une démarche ponctuelle, et je dois le dire en le regrettant, trop exceptionnelle de validation des acquis de l'expérience, à une posture permanente d'apprentissage reconnaissant l'expérience. Ça veut dire que nous devons à la fois rendre plus accessible la validation des acquis de l'expérience, mais aussi rendre plus visibles les compétences, qu'elles soient professionnelles, transversales, sociales, dans un système de reconnaissance collectif et social. C'est tout le sens qui est donné à l'expérimentation sur la VAE qui vient d'être engagée. Faciliter sa mobilisation en levant un maximum de contraintes réglementaires inutiles qui l'enserrent, c'est se donner les moyens de retrouver le cœur de sa finalité, rendre à l'expérience et au parcours professionnel toute sa valeur. Je crois que Vincent Merle en serait extrêmement heureux. Et je pense à lui aussi lorsque nous conduisons cette expérimentation. Et puis en suivant cette même logique, nous devons sans doute aller encore plus loin. L'inspiration donnée par les badges numériques est une piste pour développer demain un système où aucune formation ne resterait sans acquis certifiés. Et puis enfin, sans doute une telle approche impose-t-elle également, et je crois d'ailleurs que ça va faire partie des enseignements de l'expérimentation VAE en cours, de repenser la place de l'accompagnement pour identifier ces acquis, pour individualiser les réponses et pour projeter les prochaines étapes. Là encore, la place du conseil en évolution professionnelle est tout à fait centrale. Sans doute, pour rendre évident et naturel le recours à la formation, il faut également améliorer la lisibilité des certifications qui sont les repères des employeurs sur le marché du travail. Je sais que là aussi, c'est un sujet qui est pointé par les partenaires sociaux dans l'accord national interprofessionnel qu'ils ont récemment signé parmi d'autres sujets. Cette question de la lisibilité des certifications est essentielle et l'inflation constante du nombre de ces certifications brouille sans doute ces repères, à la fois pour les acheteurs de formation, pour ceux qui doivent y accéder, comme pour les entreprises qui cherchent à recruter à partir de ces compétences, enfin de ces certifications. Cela impose de poursuivre le chantier qui est engagé, permettant de rendre notre système de certification plus fluide et de lui permettre de s'adapter plus rapidement. Voilà, c'est un deuxième défi important, rendre la formation, banaliser le recours à la formation, la rendre plus lisible sans la rendre banale. Si nous arrivons à relever ce défi, de même que si nous pouvons concilier le temps court et le temps long, je crois qu'il restera un troisième défi à relever, indissociable des deux autres. C'est celui qui consiste à faire de la formation professionnelle, et vous savez à quel point nous y sommes attachés au commissariat aux compétences, un levier pour une société plus inclusive et plus juste.
Cette question-là, elle était présente dans l'accord national interprofessionnel dans l'accord national de 70 et dans la loi de 71, cette idée de bâtir une société plus juste. On le sait, l'accès à l'emploi reste marqué par des inégalités. Dans les quartiers les plus en difficulté, seulement 1 habitant sur 3 est en emploi. Le taux de chômage des personnes sans qualification est 8 points supérieur à celui des diplômés du supérieur. Ça doit être une préoccupation majeure. Il n'est plus possible que tout se joue à l'issue de la formation initiale. C'est une responsabilité collective. Amplifier l'effort de formation à destination de ces publics, vous savez bien, est la vocation du plan d'investissement dans les compétences. Mais augmenter l'offre de formation ne suffit pas. Nous devons aussi aller chercher les publics qui ne viennent pas spontanément vers la formation. Et c'est un enjeu tout à fait central. C'est tout l'enjeu des démarches d'aller vers, dont on parle beaucoup aujourd'hui, que nous avons expérimenté, qui sont développées notamment dans le cadre des appels à projets, et en particulier de l'appel à projet 100% inclusion. Nous nous sommes inspirés pour ces appels à projets des pratiques des travailleurs sociaux, des éducateurs de rue qui, depuis des années, ont constaté la distance croissante entre nos institutions et une partie de nos concitoyens. Les lauréats de ces appels à projets expérimentent une nouvelle façon d'aller vers les plus exclus, les personnes les plus éloignées du marché du travail, ni en emploi ni en formation, qui soient résidents des territoires fragiles, urbains ou ruraux, pour les ramener par étapes vers l'emploi, en passant par la reconnaissance de leurs compétences. C'est un enjeu central pour donner envie et redonner confiance, et l'accès à la formation professionnelle. C'est une action de fond qui est toujours en cours, qui est portée par l'ensemble du territoire, par des centaines d'acteurs de l'emploi, de l'insertion, de la formation. Je dois dire que cette nouvelle approche questionne nécessairement le positionnement de l'État. Il s'affirme en soutenant ces démarches comme un stimulateur d'investissement qui impulse, qui oriente, qui priorise l'action aux côtés des acteurs qui financent et qui organisent la formation. Dans un tel rôle, l'État, cela dit, ne peut pas être qu'un donneur d'ordre ou un simple contrôleur des travaux finis. Il doit être l'animateur de la transformation, il doit assurer la capitalisation, la diffusion des bonnes pratiques et des expérimentations, il doit créer des outils partagés, il doit mutualiser dans une logique de patrimoine commun. Et c'est ça, une nouvelle posture, un nouveau rôle pour l'État, tout à fait fondamental. La démarche de capitalisation que nous avons lancée à ce sujet permet d'ores et déjà d'enrichir le contenu du contrat d'engagement jeune qui a été annoncé par le Président de la République et qui sera mis en place à partir de mars 2002. En tout cas, c'est tout un travail qui alimente les réflexions en cours. Et cet enjeu, vous l'avez compris, n'est pas le moindre des trois que j'évoquais. Si je l'exprime ici en dernier pour conclure mon propos, c'est pour souligner à quel point la formation professionnelle, imaginée il y a 50 ans comme vecteur d'éducation permanente au cœur d'une nouvelle société, doit être dans cette filiation, proposée et accessible au cœur d'une réponse globale contre le risque d'émiettement pour refaire société. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre enthousiasme aussi. Karine Seller, la haut-commissaire aux compétences. Je voudrais toutes et tous vous remercier d'avoir été avec nous tout au long de cette journée, que ce soit à distance, que ce soit ici en physique, comme on dit, ou en distanciel. Merci à tous les participants, les contributeurs, toutes les équipes de Centre Info, les experts qui m'ont aidé à préparer ces tables rondes. Je voudrais remercier tous nos partenaires qui nous soutiennent, qui organisent tous les ateliers. Demain, rendez-vous à partir de 9h30 pour de nouveaux ateliers en digital. À partir de 9h45, ensuite, vous allez sur la plateforme et vous pourrez prendre connaissance de tous les sujets qui seront traités. Je voudrais remercier encore toutes les personnes qui ont organisé ici cet événement que vous avez pu suivre en digital, que vous pourrez revoir évidemment sur la plateforme à partir du 2. Valérie Libion et ses équipes. Il y a Lisa Mainviel, il y a Vénissa Dorismont. Je salue aussi Audrey Babaye, Soraya Souna, Emmanuel Mestre et puis Françoise Gérard, évidemment la coordinatrice de toute la programmation de ces ateliers. Françoise, la directrice générale adjointe de Centre Info. Patrice Guézou, directeur général. Merci Patrice, aux côtés évidemment du président Viossa. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans tout ce que vous faites. Moi, je me suis encore une fois éclaté parce que c'était vraiment passionnant. Vous m'avez enrichi et ces échanges, j'espère vous aussi qui nous suivez à distance et ici, vous ont aussi enrichi et donné envie d'aller plus loin. Merci à Centre Info. Bonne soirée à vous et à très bientôt.